au-delà de la simple tourbière active, mais également au sein du complexe tourbeux. Donc, on collabore pas mal avec l'école des mines et j'imagine que Frédéric va nous présenter ça dans sa présentation. Voilà. Et si ça, c'est pas de l'enchaînement, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Euh, je vois qu'il n'y a, pas d'autres questions. Donc, du coup, Frédéric va pouvoir justement, peut-être, je ne sais pas si tu vas parler de géochimie, parce que vous aussi, vous avez peut-être pas toutes les données. Mais je te laisse la parole maintenant pour parler justement de cette dimension de ressources en eau à l'échelle du complexe tourbeux. Ok, donc je démarre. Donc, comme l'a dit Guillaume, je vais vous présenter un projet donc, qui est réalisé dans le cadre de la ZAB, la zone atelier bassin du Rhône, et qui est soutenu par l'agence de l'eau RMC. Donc, l'objectif de ce projet, tel qu'il avait été formulé au départ, visait à travailler sur le rôle de soutien d'étiage des zones humides en période sèche et notamment en période estivale, en se concentrant sur les zones humides de tête de bassin versant. Alors au final, compte tenu de la grande variété de zones humides, on a choisi de travailler sur les tourbières. Alors c'est un projet qui a commencé en 2016, qui doit se terminer en 2021. Pour votre information, les 2 premières phases du projet sont terminées. Vous pouvez alors soit me demander pour télécharger, si vous voulez récupérer les rapports de ces 2 phases, soit les télécharger sur le site de la ZAB. Alors, sans rentrer dans les détails, la phase 1 du projet nous a permis de choisir les sites sur lesquels on allait travailler, de construire notre approche méthodologique et de déterminer un plan d'action sur les sites sur lesquels on allait travailler pour l'instrumentation, les mesures et l'échantillonnage. Lors de la phase 2, on a pu instrumenter les 2 sites qui ont été sélectionnés, donc la tourbière de Frasnes et la tourbière du Luitel. Et puis commencer une première analyse des données recueillies, alors notamment sur la tourbière du Luitel, sur laquelle on a pu avancer en phase 2. Les résultats donc, sur la tourbière de Frasnes sont en cours d'analyse dans la phase 3. Donc c'est une présentation qui va être un peu plus patchwork, qui est peut-être un petit peu moins abouti que ce que vous avez vu précédemment, parce que le travail est encore en cours. On réfléchit aussi à des indicateurs de soutien d'étiage dans le cadre de ce projet. Alors pour la phase 3, normalement, le rapport devrait être disponible courant 2021 avec cette fois, je l'espère, la présentation des résultats sur la tourbière de Frasnes. Alors la question qui nous préoccupe, on l'a formulée de la manière suivante: quel est le rôle des zones humides dans la fonction hydrologique de soutien d'étiage? Alors quand on est arrivé en 2016 sur cette question-là, on découvrait un petit peu les zones humides. Et donc on a été amené à se rendre compte que finalement dans ces zones humides, le rôle d'éponge qui est très on va dire médiatisé, qui est un présupposé, nous a amené à le remettre un petit peu en question, au moins à s'interroger sur son sens par rapport à notre question. On s'est rapidement, alors je vous apprends rien, mais pour nous ça a été un peu une découverte quand on est arrivé, qu'on l'a déjà évoqué aujourd'hui, il était important de repositionner l'objet sur lequel on travaillait dans son hydrosystème, ce qui a rendu les problématiques de bilan hydrologique plus complexes que prévu à réaliser. Et puis, on s'est rendu compte que y a les zones humides, on avait bien raison de leur mettre des S, puisqu'elles sont de nature différente. On s'est rendu compte qu'il y avait une typologie avec de nombreux types, des structures différentes, et que sur un même site, on pouvait trouver des types et des structures
différentes, donc une fonction hydrologique qui est compartimentée dans l'espace et dans le temps. Donc, pour nous, un sujet, bon, comme c'est souvent le cas quand on fait ce type de travaux, on se rend compte que c'est plus compliqué que ce qu'on avait prévu. Donc, il a fallu, pour qu'on réponde à notre question, qu'on propose une approche interdisciplinaire pour essayer de caractériser au mieux cette problématique de soutien d'étiage et puis essayer de quantifier la part d'eau contenue dans une zone humide qui est restituée à un cours d'eau en période estivale. Alors, comme la plupart des projets arbres, il y a souvent deux finalités. Donc, une finalité scientifique, qui traite de la problématique que je viens d'évoquer, et puis une finalité plus opérationnelle, notamment sur la question de la construction d'indicateurs pour essayer de déterminer les zones humides qui auraient le meilleur potentiel de soutien d'étiage. Accompagner autre sortie opérationnelle, donc l'agence de l'eau et la ZAR attendent donc toute une partie transfert de connaissances. Alors souvent, dans les projets précédents, on a réalisé ce transfert de connaissances sous la forme de guides techniques ou de guides méthodologiques. Alors, les différentes disciplines qu'on a mobilisées, que ce soit l'hydrologie, la pédologie, la géophysique, la géochimie, voire la modélisation, elles ont toutes pour objectif, au final, d'essayer de déterminer la quantité d'eau que peut stocker la zone humide qu'on étudie, essayer de déterminer la part d'eau qui va être restituée, donc avec un délai dans le temps, à un cours d'eau à l'exutoire de la tourbière. Avec aussi pour objectif d'essayer de déterminer l'origine de ces eaux. Est-ce qu'il s'agit uniquement d'eau de pluie, par exemple, stockée dans la tourbière, ou d'eau qui viendrait d'une autre source, et puis donc de déterminer leur cheminement. Alors vous voyez sur la photo, qui est une photo d'un seuil qu'on a installé au Luitel, voilà la quantité d'eau qui sort l'été du Luitel. Alors, il y a un soutien d'étiage qui existe. Il n'est pas important. Là, on est inférieur à 1 litre par seconde en termes de débit. Et puis, on ne connaît pas très bien encore, même au jour d'aujourd'hui, la part d'eau dans le filet qui coule, qui est de l'eau de pluie qui a été stockée et qui est restituée de manière différée dans le temps, ou s'il s'agit plutôt d'eau qui a circulé, on va dire, dans les eaux souterraines de versant au niveau du Luitel. Donc l'objectif de notre travail ici, ça va être d'essayer de réaliser des bilans hydrologiques et des analyses de statistiques pour mieux comprendre donc ce qui rentre en termes d'eau, ce qui sort, et puis d'essayer aussi de comprendre les dynamiques hydrologiques dans l'esprit de ce qu'a présenté Alexandre. Un autre volet va concerner une meilleure connaissance de la géométrie de la zone humide, puisqu'il va s'agir du réservoir dans lequel l'eau va pouvoir être stockée et déstockée. Donc sa connaissance est importante, autant sa forme que les propriétés hydrodynamiques qui vont régir le stockage et la restitution de l'eau. Et puis, on compte beaucoup sur la géochimie pour essayer de déterminer l'origine et les chemins de l'eau. Et pourquoi pas, si ça marche bien, l'équation de mélange, d'essayer de faire la part des choses en termes quantitatifs de ce qui sort de la tourbière. Alors, bon, c'est moi qui parle, mais comme vous vous en doutez, je ne suis pas tout seul à être sur ce travail. Donc, je ne vais pas citer tout le monde parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais bon, on travaille sur cette question-là avec des collègues de l'école des mines d'Alès, spécialisés en hydrologie, en statistique et en modélisation à partir de réseaux de neurones, avec des collègues de l'Université de Saint-Étienne de l'UMR 5600, spécialisés en pédologie et en géomatique, avec des collègues, donc Véronique Lavasque, j'ai vu qu'elle assistait aujourd'hui à la présentation, qui s'occupe de la géochimie,
de la géochimie dans son laboratoire magma et volcan. Et puis des collègues de l'ENTPE de Lyon qui sont chargés de la partie géophysique. Alors moi, mon rôle consiste à assurer la partie hydrologie et puis à animer le projet et à la fin assembler toutes les briques pour essayer d'en tirer une interprétation interdisciplinaire. Alors ça, c'est pour le volet scientifique, mais je ne voudrais pas oublier aussi une mention spéciale pour donc les partenaires, donc les gestionnaires qui sont sur les deux sites et les équipes de scientifiques qui étaient là avant nous et qui, surtout en ces périodes de confinement, nous donnent un coup de main important et réalisent des manips de terrain en ce moment à notre place. Donc un grand merci à eux. Et puis, bon, un comité de pilotage et de suivi avec des gens du SEN et de l'agence de l'eau. Alors, pour vous donner une idée des résultats sur lesquels on est arrivé, sur la tourbière du Luitel, on a pu, grâce à l'étude de tous ces compartiments, avec ces différentes approches, arriver à un certain nombre de premiers résultats concernant par exemple, des temps de réponse et des effets mémoire. Donc, le temps, l'effet mémoire, c'est le temps, le temps de réponse, c'est le temps à partir duquel, à partir d'une pluie, un autre signal va être modifié. Donc, par exemple, ça peut être l'élévation d'un niveau piézométrique ou l'augmentation d'un débit. Donc, on a vu que ces effets étaient assez courts au Luitel, mais qu'on pouvait avoir un effet mémoire un peu plus long, ce qui signifiait que la zone humide, ici, est capable de faire des réserves, donc ce qui va dans le sens de notre histoire de soutien d'étiage. Ensuite, il reste encore beaucoup de choses à éclaircir, même si on a quelques réponses, puisque les analyses statistiques ou les résultats d'analyse nous donnent des secteurs, mais qu'on n'a pas forcément encore clairement explicité. Alors, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que nos premiers modèles sur le soutien d'étiage au Luitel nous donnent un soutien d'étiage modélisé qui est relativement faible, mais qui semble quand même exister. Alors, si on a mis l'accent au début sur le Luitel, c'est parce que c'est une tourbière qui est plus petite et sur laquelle, entre guillemets, on a pu commencer à se faire la main. À Frasnes, au contraire, on est sur un site plus grand où on connaît beaucoup moins, dont on connaît beaucoup moins les limites et le fonctionnement hydrologique. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les manips qu'on a mis en place sur ce site. Une première idée, c'est de réagir par rapport à des éléments qui ont été présentés dans les présentations précédentes. Alors tout d'abord, que ce soit sur le Luitel ou sur Frasnes, c'est des sites qu'on a choisis parce qu'il existait déjà beaucoup de travaux, beaucoup de données. On partait pas de zéro, ce qui est toujours appréciable dans ce genre de problématique. Hein. On avait d'autres sites qui étaient très chouettes, mais sur lesquels il n'existait quasiment aucune donnée ou aucune étude, ce qui fait que dans le cadre d'une étude qui va durer 6 ans, c'est difficile de partir de zéro. Donc à Frasnes, on a installé une instrumentation complémentaire par rapport à ce qui existait. Donc on a installé 3 sondes CTD à l'exutoire ici, donc sur les 2 émissaires principaux qui se rejoignent donc au niveau de la route du Suchal, et puis un autre en doublon d'une sonde qui existait déjà, qui s'en va donc vers Laval. Et puis, on a installé aussi une autre sonde vers le creux au large. Donc, on a pu, grâce à l'existant, compléter avec un minimum de matériel l'instrumentation du site pour essayer de répondre à la question qui nous concerne. Donc, ça, c'est très positif. On a installé aussi une sonde barométrique, même si il existait une station météo, parce que après, c'est beaucoup plus simple pour nous pour corriger les données des sondes CTD.
Alors, on a donc, comme on l'a déjà évoqué, instrumenté le creux au lard. Donc, comme je l'ai dit ce matin, donc, pour l'année 2019, on a pu mettre en évidence une douzaine d'épisodes de remplissage qui fonctionnent qui fonctionnent un peu tous de la même façon, c'est-à-dire un remplissage très rapide et puis une vidange un petit peu plus lente, avec pour la plupart des épisodes de remplissage donc un pulse avec une augmentation de la conductivité suivie d'une stabilisation. Alors, il s'agit peut-être soit d'un effet piston, soit de l'effet de la minéralisation de la tourbe en été entraînée par les eaux de pluie. Alors, pour l'instant, ces données n'ont pas été analysées en profondeur. On commence avec donc, Guillaume et Alexandre. On va commencer avec des travaux d'étudiants. Ils ont mis des étudiants de l'université sur le coup. Moi, des étudiants de l'école des mines, normalement, devraient travailler dessus. Donc, pour essayer d'interpréter ce signal, voire d'essayer de le modéliser avec des équations de vidange de réservoirs en eau libre, alors soit de type évier, soit de type bassin d'infiltration. Il faudra voir ce qui est le plus adapté. Et voilà, donc sur ce plan-là, on a quasiment 2 saisons hydrologiques de données. On a pu aussi, vous voyez, grâce au LIDAR, faire une petite modélisation donc de la topographie du creux au lard pour essayer de fabriquer des petites abacs pour faire des transformations hauteur mesurée donc ce qui nous servira ensuite pour analyser le signal. Et voilà, comme la plupart de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, des analyses qui sont en cours. On a aussi donc instrumenté les 3 points de l'exutoire. Donc les 3 cours d'eau. Donc celui qui est ici, donc qui draine théoriquement plus les eaux de la tourbière vivante. Celui-là, un peu plus au nord, qui en théorie draine plutôt des eaux du reste du complexe tourbeux. Et puis ici, l'exutoire. Donc sur ce volet-là, Alexandre a déjà pas mal avancé et a bien plus avancé que nous sur l'interprétation de ces données. Donc, du coup, je vais pas m'étendre là-dessus puisqu'il vous a présenté des résultats plus avancés que ce que j'ai déjà. Alors, nos collègues des mines d'Alès ont commencé à travailler sur des analyses statistiques pour essayer de faire parler un peu les signaux obtenus, que ce soit en termes de débit mesuré ou de fluctuation des niveaux piézométriques. Donc, ils ont commencé à faire tout un tas d'analyses statistiques pour faire des analyses ils font des analyses corrélatoires, ils calculent des coefficients d'écouplement, des analyses fréquentielles, des débits classés. Tout ça pour essayer de mieux comprendre donc, le fonctionnement de cet hydrosystème et puis aussi, ce qui est important, essayer de détecter les anomalies dans les données. Alors, ce que je sais, c'est que pour l'instant, ils sont pas mal... les travaux de réaménagement perturbent pas mal leur travail d'analyse. Ils essayent aussi de mettre en place des modèles de transformation pluie-débit à partir de réseaux de neurones ou pluie-niveau de nappe pour essayer de la même façon le fonctionnement du système, détecter les problèmes et puis essayer de nous donner des indices sur des éléments importants à prendre en compte pour notre problématique de soutien d'étiage. Alors là aussi, un travail en cours avec des résultats qui ne sont pas encore définitifs. Point suivant, pour essayer de mieux connaître la géométrie et les propriétés hydrodynamiques de notre système, donc on a décidé de faire des manips de géophysique dans la tourbière.
Alors on s'est orienté sur le radar géologique, simplement parce qu'il a une mise en œuvre plus facile que les méthodes électriques comme l'ERT, dont certains profils avaient déjà été réalisés sur la tourbière de Frane. Et puis, c'est aussi un système qui a une très forte résolution sur les premiers 10 mètres, on va dire, voire les 2-3 premiers mètres. Et c'est cette partie-là qui nous intéresse a priori le plus pour travailler sur la question du déstockage de l'eau dans une tourbière, puisque d'après la bibliographie, c'est la zone hydrologiquement active. Le seul bémol à cette méthode, c'est que si on a une conductivité électrique de l'eau trop importante, donc globalement supérieure à 200 microsiemens, on a un brouillage. Donc ça, c'est à prendre en compte, notamment dans le contexte donc calcaire dans lequel on se trouve à Frane. Donc on a testé cette méthode sur la tourbière de Frane, donc en hiver sur sol gelé pour accéder aux parties les plus inondées, dans lesquelles il serait difficile d'avancer l'été quand c'est inondé. Et puis on a fait une autre campagne l'été sur toutes les parties qui étaient un peu plus sèches. Donc on a travaillé avec une antenne d'environ 200 MHz, pour avoir une puissance d'investigation de 4 à 5 mètres de profondeur. Donc on a pas mal cavalé sur la tourbière. Donc je vous ai mis ici donc le schéma d'acquisition de données théoriques, et puis donc en noir et blanc. Vous voyez, c'est les traits en pointillés. Et puis, en couleur, c'est les profils réels qui ont été réalisés. Donc, on a essayé alors, on n'a pas pu faire tout ce qui était prévu, mais on a quand même fait presque 12 km de profil en mettant l'accent donc sur toute la partie aval, sur toute la partie aval qui collecte toutes nos eaux, 2 grands profils transversaux, et puis aussi faire les investigations au niveau de la tourbière bombée, et puis en périphérie sur tout un chemin qui passe par le creux au large jusqu'à la route du Suchal. Alors quand on fait ce type de travail, il est important d'avoir des données de calage quand on va interpréter le signal. Donc on remercie Thibaut et Louis qui ont fait les sondages à la perche complémentaires pour nous permettre de caler notre signal. Avec ici pour objectif principal de mieux connaître donc la topographie du fond du complexe tourbeux, d'essayer de mieux positionner ses limites pour avoir au final une meilleure connaissance de la géométrie de la cuvette dans laquelle est stockée la tourbe et l'eau, et potentiellement l'eau qui va être restituée au soutien d'étiage. Si la résolution du signal le permet, on va aussi essayer de travailler sur la caractérisation de la structure interne de la tourbe sur les 2 à 3 premiers mètres. Alors voilà un exemple de résultat qu'on obtient. Donc les profils, c'est ces espèces de trucs gris et blanc. Alors ici, des profils qui ont été interprétés, donc des profils qui ont été réalisés au mois de janvier ici, donc sur la zone qui est entourée en rouge. Qui est une zone qui est le bras donc du ruisseau qui rejoint l'exutoire, mais qui viendrait plutôt du complexe tourbeux. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en jaune ici, c'est une interprétation qui a été faite du substratum par rapport à la lecture du signal radar, donc traité. Et en rouge ici, c'est la hauteur des profils. Donc, on voit que sur ces zones de calage, le sondage, donc quand on rencontre du dur dans la tourbière, correspond bien à la position du substratum qui a été interprété. Alors on est en train d'analyser ça avec Thierry Winiarski. J'aurais aimé vous présenter des résultats, mais on a eu des problèmes avec les stagiaires qui étaient affectés à ce travail. En bref, ils n'ont rien foutu. Toutefois, par rapport aux discussions qu'on a eues précédemment,
l'analyse de ce signal pourra nous renseigner sur deux choses. Alors, d'une part, si on arrive à détecter un brouillage du signal, ça signifiera qu'à partir d'une certaine profondeur, on a une conductivité qui passe au-dessus de 200 microsiemens. Donc on pourra regarder la manière dont l'alimentation en eau potentiellement du karst ou de la moraine, telle que l'a montré Alexandre, diffuse ou se mélange à l'eau contenue dans la tourbière. Alors sur les images que vous voyez là, ce brouillage n'existe pas. Donc ça veut dire qu'ici, jusqu'à la moraine, on a une eau dont la conductivité électrique est potentiellement inférieure à 200 microsiemens par centimètre. Donc ça, c'est le premier truc. Donc on va être attentif à cette question quand on va analyser les profils pour regarder un petit peu comment se fait le mélange des eaux. D'autre part, Alexandre nous a parlé donc d'une zone intermédiaire qui aurait un comportement un peu différent. Alors, ce qu'on se rend compte là sur ces quelques images ici et sur d'autres, c'est qu'on a effectivement ici deux types de structures. Donc, une structure qui est plutôt ici en surface, sur à peu près la moitié du profil, qui est dans un gris assez homogène. Et puis en dessous, à peu près au milieu jusqu'au substratum, une structure dans laquelle on voit plus de traits noirs et de traits blancs. Donc, ce qui laisse supposer que l'hypothèse d'Alexandre a l'air d'être étayée par les images radar qui nous montrent effectivement deux structures. Enfin, comme pour les autres volets, voilà, dans l'attente des résultats définitifs, donc à suivre, mais des premiers résultats encourageants par rapport à ce qui a déjà été discuté précédemment. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Ah oui. Alors, pour vous donner un avant-goût de ce qu'on peut obtenir avec des images radar traitées, voici ce qu'on a pu faire au Luitel avec voilà, tous les profils qui ont été positionnés donc ici en 3 dimensions avec une interprétation des hétérogénéités dans la structure permise par le signal radar. Donc si tout va bien, on va arriver au même type d'image sur FRAN, avec toutefois une résolution moindre puisque le site étant plus grand, on a une densité de profil beaucoup plus faible. Mais voilà, et puis l'étape suivante ici au Luitel va consister à interpoler donc entre ces profils pour essayer de travailler sur des blocs diagrammes si tout va bien. Mais ça reste à suivre. J'espère qu'on pourra boucler ça d'ici la fin 2021. Ensuite, point de vue géochimie, donc on a fait 2 campagnes, enfin on a fait une campagne en juillet 2019 et nos collègues donc, de Chrono Environnement assistés par donc des gens de la réserve ont fait une campagne à l'autre place là en novembre 2020. Alors l'idée ici, c'est de prélever de l'eau pour essayer, pour analyser les ions majeurs et les isotopes de l'eau. Alors, analyser l'eau là où elle est accessible, dans les pluviomètres, les ruisseaux, les fossés, les excavations de tourbes, pour essayer de déterminer les différents faciès en présence, l'origine des eaux, et pourquoi pas, si on peut, déterminer des proportions de mélange aux exutoires. Alors là, c'est pareil, notre collègue Véronique Lavastre est en train d'analyser ces résultats. Les résultats de la campagne de juillet 2019 sont assez encourageants puisque on observe des contrastes intéressants en fonction des endroits où on prélève qui nous permettront, je l'espère, de déterminer ces différentes origines, de faire des sectorisations et pourquoi pas déterminer des proportions de mélange. Alors comme vous l'avez compris, ce travail est en lien étroit avec ce que développent Alexandre et Guillaume dans le cadre du travail de thèse. Donc voilà, tout ça va être, une fois qu'on aura tous ces résultats, la fin du travail va être un travail de synthèse et d'interprétation pour essayer de répondre ou au moins d'approcher une réponse
pour essayer de caractériser le rôle de ce complexe tourbeux dans le soutien d'étiage. Alors ça, c'est pour la partie fonctionnement, on va dire, hydrologique. On a aussi toute une partie qui est plus opérationnelle, où on va essayer de proposer des indicateurs de soutien d'étiage. Alors pour ça, on a essayé de réfléchir à ce que pourrait être une tourbière de tête de bassin versant idéale pour le soutien d'étiage. Alors idéal dans le sens où ce sera un objet qui stockerait de l'eau de pluie et puis qui la restituerait petit à petit dans le temps. Donc bien sûr, il faudrait un système où il y a un exutoire clairement identifié, où on ait une pluviométrie abondante, où on ait une conductivité hydraulique qui soit intermédiaire pour que l'eau ne se vide pas trop, ni trop rapidement, ni trop lentement, au moins dans une partie intermédiaire, qu'on ait une conductivité hydraulique forte en surface pour faciliter l'infiltration de l'eau de pluie, qu'on ait une pente relativement faible pour éviter un écoulement ou un écoulement gravitaire trop rapide, dans le cas de ruissellement, ou un gradient hydraulique trop fort. Donc on a essayé de réfléchir à ce que pourrait être une tourbière de bassin versant idéal, et on a essayé de la modéliser à partir d'une équation relativement simple, qui est l'équation de Boussinesq, qui nous permet de déterminer en fonction donc, de propriétés hydrodynamiques comme la conductivité hydraulique, la porosité efficace et de paramètres géométriques, longueur, largeur, hauteur d'eau au temps zéro dans la tourbière, d'essayer de déterminer combien de temps met un objet tourbière simplifié pour soit se vider, soit atteindre un débit seuil qu'on a fixé à 1 litre seconde. Donc ce premier travail intéressant pour mettre en tête des ordres de grandeur sur des temps de vidange. Donc le résultat, on s'en rentrait dans les détails sur le petit graphique ici, où on représente un temps en jours, ici sur l'axe des abscisses, un temps en jours en fonction d'une épaisseur mouillée, pour donc une zone humide qui a un rapport longueur-largeur égal à 1, donc globalement un carré ou une tourbière ronde, une surface de 10 hectares, pour différentes propriétés hydrodynamiques. Donc par exemple, toutes les courbes bleues ici concernent une conductivité hydraulique de 10-2 mètres par seconde. Le gradient de couleur, donc du bleu clair au bleu foncé, nous montre une augmentation de la porosité efficace, donc qui va jouer un rôle dans la capacité de stockage. Et on voit, donc en fonction de ces différentes propriétés hydrodynamiques et de l'épaisseur, le nombre de jours qu'émet une tourbière théorique pour se vider. Donc par exemple ici, une tourbière d'une épaisseur de 1 mètre, avec une perméabilité de 10-2 et une porosité efficace de 0,5, soit 50%, mettrait 100 jours pour arriver à un débit de 1 litre par seconde. Alors cette limite de 100 jours, elle nous intéresse parce que on est à peu près à 3 mois. Donc en supposant un étiage très sévère sur 3 mois, ça nous donne une idée du temps qu'un système comme ça pourrait mettre à se vider. Alors ce qu'il faut voir, c'est que voilà, c'est un cas simplifié dans lequel bien sûr on ne tient pas compte ni de l'évapotranspiration qui accélérerait le temps qui diminuerait le nombre de jours pour arriver au seuil de vidange, et on ne tient pas compte non plus de la pluviométrie qui permettrait de recharger le système. On ne tient pas compte non plus de l'hétérogénéité qui peut exister au sein d'une zone humide. Donc pour terminer,
voilà, ça pourrait nous donner une idée de quelques indicateurs, une fois qu'on aura tiré le bilan de ces travaux, d'indicateurs pour essayer de déterminer le potentiel de soutien d'étiage d'un site. Derniers travaux, où cette fois, donc avec nos collègues de l'ONF de l'Aude, on travaille sur le rôle de soutien d'étiage des zones humides, mais à l'échelle de bassins versants. On ne s'intéresse plus à une zone humide toute seule, mais à l'effet d'un réseau de zones humides sur un bassin versant. Donc là, c'est pareil, il y a eu toute une instrumentation qui a été réalisée, il y a à peu près une année de données hydrologiques, et nos collègues de l'Université de Saint-Étienne ont commencé à réfléchir à des indicateurs de potentiel de soutien d'étiage à l'échelle des bassins versants. Donc vous voyez beaucoup de choses qui sont en cours, et voilà, encore pas mal de travail pour finir d'analyser tout ça, digérer tout ça, et puis surtout utiliser tous ces éléments pour caractériser au mieux d'une part le soutien d'étiage sur les sites de Luitel et Frasnes, et puis proposer des éléments qui permettraient à terme de construire des indicateurs pour caractériser le potentiel de soutien d'étiage des zones humides, soit à l'échelle du site, soit à l'échelle des bassins versants. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis bon, là j'ai mis le logo de tous les partenaires pour oublier personne, mais je préfère vous laisser voilà, sur quelques images de nous au travail sur le terrain, c'est plus sympa. Ok, merci beaucoup Frédéric.